À 3 jours du sommet du G7 de Biarritz, la ville de la côte basque est en apnée. Après un contre-sommet tenu à quelques kilomètres et plus de 13 000 forces de l'ordre déployées, la zone semble en état de siège. La démission du président du Conseil Giuseppe Conte en Italie sonne le glas du gouvernement populiste et de l'alliance entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles, un épisode qui ouvre la voie vers une crise politique et un avenir plus que jamais incertain. Madame, Monsieur, bonsoir. Biarritz retient son souffle. Dans 3 jours, le sommet du G7 commencera dans la ville touristique de la Côte Basque. Un événement sous très haute surveillance qui place le secteur dans une situation inédite. J-3 pour le G7. Samedi, la réunion avec les principales puissances économiques mondiales se retrouveront sur la ville littorale de la Côte Basque, Biarritz. Retour sur ces réunions lancées en 1975. Le groupe des 7 rassemble les 7 économies considérées comme les plus puissantes du monde. États-Unis, Canada, France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie et le Japon. Leurs chefs d'État et de gouvernement se réunissent lors du sommet du G7 une fois par an dans le pays qui exerce la présidence tournante. Au commencement était le G5, réunion informelle des ministres des Finances des 5 principaux pays industrialisés, États-Unis, Japon, Allemagne fédérale, France et Grande-Bretagne, qui se rencontraient régulièrement dans les années 70 pour discuter de la bonne marche de l'économie mondiale. Cette habitude a été transposée en 1975 au niveau des plus hauts dirigeants de ces 5 pays, à l'initiative du président français d'alors, Valéry Giscard d'Estaing, afin de trouver une solution à la crise pétrolière du milieu des années 70. Le premier sommet du G5, organisé en novembre 1975 à Rambouillet, est en fait un G6 puisque l'Italie, qui assure alors la présidence de la Communauté économique européenne, y est invitée. Dès le deuxième sommet, en 1976 à Porto Rico, la présence du Canada est institutionnalisée. Le G7 était né. En 2014, le G8, qui incluait la Russie depuis 1998, est redevenu le G7 suite à l'exclusion de ce pays consécutive à l'annexion de la Crimée. L'événement mondial devrait réunir quelques 5000 personnes, toutes délégations confondues, dans une ville qui ne compte hors saison qu'à peine 25 000 habitants. De quoi réquisitionner les hôtels et toute forme d'hébergement de la zone. Un moindre mal pour le commerce qui vivra toutefois en apnée en raison des mesures de sécurité. Pour l'encadrement de l'événement ainsi que du contre-sommet tenu à Hendaye, à la frontière avec l'Espagne, le ministre de l'Intérieur a annoncé un déploiement impressionnant. Nous avons déployé des moyens majeurs, nécessaires, adaptés. Ainsi, le dispositif de sécurité mobilisera 13 200 policiers et gendarmes. Ils seront épaulés par les forces militaires qui assureront des missions de contre-terrorisme et de protection de nos abords aériens et maritimes. Ils seront appuyés également par les forces de l'ordre déployées côté espagnol. Et je veux à nouveau vous dire combien elles sont exceptionnelles. 13 000 forces de l'ordre, les dispositions seront bel et bien exceptionnelles et pas uniquement dans le domaine sécuritaire, mais aussi au niveau judiciaire. En effet, en prévision des arrestations de manifestants, 17 procureurs, 70 avocats et 300 cellules de garde à vue ont été prévues. Depuis maintenant le 19 jusqu'au 1er septembre, on aura cette permanence spéciale G7 de 70 avocats 24 heures sur 24. Et donc certains pourront se reposer ici dans ces locaux de la maison de l'avocat qui ont été transformés pour l'occasion. Des avocats qui auront sans doute du travail puisque le ministre de l'Intérieur a déjà annoncé son intention de frapper fort face aux opposants. Il doit être bien clair que nous ne tolérerons aucun débordement. S'ils surviennent, nous y répondrons. Notre objectif a pour but de permettre la dispersion immédiate des attroupements et l'interpellation rapide des fauteurs de troubles. Tout porte à croire que le gouvernement, déjà affublé d'un lourd bilan avec la gestion des Gilets jaunes, est prêt à tout pour éviter un camouflet international avec des débordements lors de la rencontre. C'est aussi dans ce cadre que les mesures restrictives à l'intention de la population se sont multipliées, quitte à créer un mécontentement généralisé. Les tags et les démonstrations de colère à l'égard de l'événement organisé en pleine période touristique fleurissent en effet un peu partout sur les routes. La circulation est largement interdite et les véhicules ne peuvent d'ores et déjà presque plus stationner dans les zones sensibles au plus près du rendez-vous. Des difficultés qui ne pourront pas être réglées par les transports en commun puisque les principales gares de la côte, Biarritz-Bayonne ainsi que Guétari et Boucau, seront fermées, à l'instar de l'aéroport de la ville d'accueil. Des badges et des accréditations selon les zones ont été distribués aux biarros et aux touristes pour qu'ils puissent accéder à leurs habitations. Mais l'opération a découragé de nombreux vacanciers. Certains hôtels
essentiels, assurés d'être occupés avec les délégations officielles, ont même fait le choix d'annuler des réservations. Les services sociaux, notamment ceux réservés aux personnes âgées, ont déjà prévenu leurs bénéficiaires qu'il fallait s'attendre à des modifications. Les personnes les plus vulnérables devraient pouvoir toutefois recevoir leur aide à domicile. Mais les moins dépendants sont quant à eux perdants. Le centre communal d'action sociale d'Anglet, la ville mitoyenne avec Biarritz, a par exemple d'ores et déjà annoncé l'annulation des visites à certains. Les répercussions pour les commerçants restent pour l'heure la grande inconnue du rendez-vous. Nous, on a décidé de ne pas venir et de prendre des vacances forcées, même si c'est une énorme perte des chiffres d'affaires qui nous attend. Après, on va ouvrir le premier jour dans tous les cas pour voir comment ça va se passer. Puis si c'est trop compliqué, on va être obligé de fermer naturellement, puisque je ne vois pas qui va venir acheter s'il n'y a que des délégations politiques et des diplomates et des policiers. Si l'État a déjà prévenu qu'il n'y aurait pas de compensation financière à envisager, Serge Istek, le représentant des commerçants du quartier des Halles de Biarritz, se veut plus rassurant. Il espère d'abord que le rendez-vous permettra de mettre en avant la ville et invite les magasins à rester ouverts. Il explique également que des dossiers de demande de remboursement de manque à gagner pourront être examinés par la suite. Les vendeurs sur la plage ont quant à eux vu leur contrat écourté. En effet, la grande plage de la ville sera tout bonnement interdite aux baigneurs et autres amateurs de sports aquatiques. Les quelques yacht clubs de la région devraient quant à eux bénéficier d'un dispositif de surveillance tout particulier. Considéré comme un symbole de richesse et du grand capital, il pourrait constituer une cible de choix pour les anti-G7. Il faut dire que les opposants au sommet ont déjà investi les lieux puisque leur rendez-vous commençait ce mercredi. Mardi, ils étaient en pleine installation de leur quartier général à Urrugne, à quelques kilomètres d'Hendaye. Là, on monte des infrastructures pour 5000 personnes. Mais s'il y a plus de monde qui arrive, on est en capacité de monter jusqu'à 10 000. L'objectif de ce camp aussi, c'est de mettre au point une autre action qui est la zone arc-en-ciel. Elle aura lieu le dimanche 25 août. Et très simplement, les grands chefs d'État seront bunkérisés dans des zones bleues et des zones rouges. Et nous allons les entourer. Et ça sera la zone arc-en-ciel qui viendra encercler le bunker des chefs d'État. Une zone arc-en-ciel nettement investie par l'extrême gauche. Plusieurs personnalités marquées comme Philippe Martinez, le patron de la CGT, ou Éric Coquerel de la France Insoumise sont déjà prévues. Une image plutôt rouge que l'organisation G7S, non au G7 en basque, aimerait parer d'enracinement rouge et vert, couleur du pays. Mais les publications sur les réseaux sociaux en écriture inclusive prouvent souvent que les préoccupations relèvent assez peu du régionalisme. L'association altermondialiste Attaque est particulièrement investie dans l'événement. Reste désormais à savoir si les Black Blocs feront également le déplacement. Mais quoi qu'il en soit, les conséquences de l'organisation du sommet et le tissu très militant de la région ont de quoi inquiéter l'exécutif. La crise politique annoncée en Italie a bien eu lieu. Le président du Conseil, Giuseppe Conte, a démissionné mardi, mettant ainsi un terme à l'alliance entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue. Olivier Frère-Jacques. Gentili senatrici, gentili senatori, sono queste le ragioni che mi inducono a valutare come fortemente responsabile la decisione di innescare la crisi di governo. Per questa via, permettetemi di dire che il Ministro dell'Interno ha mostrato di inseguire interessi personali e di partito. C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours. C'est à présent chose faite. Giuseppe Conte, président du Conseil des ministres italien, a annoncé sa démission. Après les désaccords récurrents opposant le mouvement 5 étoiles et la Ligue, le patron de cette même Lega, Matteo Salvini, avait fait voler en éclats cette alliance inédite entre populistes réclamant des élections anticipées. L'heure est à présent aux tractations. Le président italien Sergio Mattarella va ainsi recevoir les différents chefs de parti pour envisager l'avènement d'une nouvelle coalition à la tête du pays. Et parmi les hypothèses possibles, une prend de plus en plus d'ampleur, une alliance entre le Parti démocrate, la gauche italienne, avec le mouvement 5 étoiles. L'ancien président du Conseil, Matteo Renzi, n'a d'ailleurs pas fermé la porte à un tel scénario. L'accord entre 5 étoiles et Parti démocratique peut être une solution. Aussi, si les personnes comme moi ne sont pas très errées parce qu'ils ont eu beaucoup de problèmes en passé. Mais aujourd'hui, c'est important l'Italie, la sécurité de l'Italie. Une alliance pour le moins surprenante entre le monde d'avant et celui d'après. Le Parti démocrate, lui, ne pouvait probablement pas espérer meilleur scénario pour regoûter un peu au pouvoir. Le mouvement 5 étoiles, qui a fait sa popularité sur la rupture avec les classes politiques corrompues qui se sont succédées pendant plusieurs décennies dans le pays,
perdrait aussi de sa saveur anti-système. La compromission de M5S avec une formation nationaliste anti-immigration n'empêchera cependant pas le Parti démocrate de s'allier avec. En cas d'échec des tractations, le président italien devra avoir recours à des élections anticipées, une hypothèse que veut à tout prix éviter Matteo Renzi qui craint un retour aux urnes, comme il l'a affirmé au journal Le Monde. Dans ce scénario peu probable de nouvelles élections, Matteo Salvini, fort de résultats plus que flatteurs lors du dernier scrutin européen avec près de 35% des voix, se verrait bien débarrassé de ses alliés populistes de gauche, ancrer le pouvoir italien à droite à la faveur d'une alliance avec les nationalistes de Fratelli d'Italia et de la droite libérale conservatrice Forza Italia de Silvio Berlusconi. Une hypothèse que le Cavaliere ne verrait pas d'un bon œil, craignant la disparition de son parti. En partant seul ou uniquement avec ses alliés nationalistes, Salvini aura moins de chances de l'emporter qu'avec les troupes de Berlusconi, mais il aura au moins les coups des franches en cas de victoire. Dans le cas d'une victoire avec la droite libérale conservatrice, il pourrait se voir bridé dans son action et connaître le même sort que Gianfranco Fini. Qu'il s'agisse des populistes de droite de la Lega ou des populistes de gauche du M5S, les semaines à venir seront cruciales. Les deux formations, toujours très populaires dans l'opinion, vont devoir manœuvrer pour garder les manettes sans toutefois trop se compromettre avec les partis de centre-droit pour l'un, de centre-gauche pour l'autre, dont ils semblent avoir besoin. Car une entente avec ces formations devra sans aucun doute impliquer des concessions à faire à Bruxelles, et cela dès l'automne avec la présentation du budget 2020 à la Commission européenne. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Floriane Jalin. Sinistre histoire de viol en Charente. Un chirurgien sexagénaire ayant exercé dans plusieurs régions est accusé de viol et d'atteinte sexuelle sur plus de 200 victimes. Un nombre de victimes potentielles qui fait froid dans le dos et qui a été établi à travers l'étude des journaux intimes du suspect. Déjà incarcéré depuis mai 2017 suite à une plainte pour viol sur une enfant de 6 ans, l'individu pourrait bien être un prédateur de premier ordre. Ce dernier aurait commis ces crimes notamment en phase de réveil des victimes après des opérations. Il avait en outre déjà été condamné en 2005 pour détention d'images à caractère pédopornographique. La SNCF déraille complètement. 10 enquêteurs de l'établissement public de sécurité ferroviaire ont réalisé des contrôles sur une partie du réseau ferré. Ils dénoncent un écart majeur sur le niveau de maîtrise du processus de maintenance et de l'infrastructure. Câbles défectueux, boulons desserrés ou absents, anomalies non prises en charge, leur rapport épingle une fois de plus la sécurité des installations de la SNCF et la gestion chaotique des travaux. À croire que les accidents de Brétigny-sur-Orge et de Danguin n'ont pas servi de leçon aux responsables de la compagnie ferroviaire. En attendant, les usagers n'ont guère de quoi être rassurés. Joseph Zimet, nouveau chargé de communication d'Emmanuel Macron. Cet historien proche des réseaux DSK a notamment été adjoint de l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë, et membre du gouvernement de Lionel Jospin. Il avait en outre déjà organisé l'itinérance mémorielle du président en 2018. Les scanners seraient-ils des facteurs aggravants des cancers ? Eh bien, c'est ce que révèle une étude du magazine Cell Stem Cell qui montre que de faibles doses de rayonnement peuvent activer les cellules cancéreuses d'un tissu sain. Plus on vieillit et plus on passe de scanner, plus on augmente ce risque. Une étude qui confirme que cet examen est loin d'être anodin. Les chercheurs du Sanger Institute de Cambridge en Grande-Bretagne recommandent même que ce risque soit pris en compte avant toute prescription de scanner. La doyenne des Français vient de devenir la doyenne des Européens. À 115 ans, Sœur Andrée est aussi vice-doyenne du monde, son aînée étant une Japonaise d'1 an de plus qu'elle. Si elle s'avoue un peu dépassée par les événements, cette sœur, qui est également la doyenne des religieuses, ne manque aucun office. Son bonheur quotidien, avec sa vue baissante, est de toujours pouvoir prier. Et son péché mignon est le chocolat. En février dernier, pour son anniversaire, la super centenaire avait reçu une lettre personnelle du pape François et un chapelet béni par ce dernier.
Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez notre programme d'été. Vous partirez à la découverte du youtubeur Théo Segui de la chaîne Fait passer l'info, que vous retrouverez le meilleur de l'interview de Jean-Marie Le Pen. Et la Nouvelle Librairie vous parlera ensuite du livre de Dominique Vénère, Un samouraï d'Occident. Et à présent, c'est le moment de se quitter. Tout de suite, retrouvez la France de Campagnole de Christian Combaz. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. C'est une scène de village assez banale en apparence. Une entreprise refait les abords d'un monument aux morts. On taille les rosiers, on repeint les bordures, on remplace le gravier blanc sous la stèle en marbre. Mais quand vous regardez d'un peu plus près, les ouvriers sont trop nombreux et trop âgés pour être de vrais ouvriers. Leurs mains ne sont pas des mains de jardiniers, et puis la camionnette n'a pas de logo. Et visiblement, certains des participants ne savent pas du tout comment on fait pour manier un débroussailleur. Donc ça vous intrigue un peu, d'autant qu'ils s'apprêtent à planter un panneau en métal et vous surveillez du coin de l'œil pour voir ce qui est écrit sur le panneau. Il y a un autre détail, c'est qu'un type est venu avec un petit attirail d'artiste peintre, avec des petits pots, une palette, et puis il s'est mis à renforcer au petit pinceau le doré des lettres de victimes de la guerre. Et pendant qu'il a fait ça, il répondait à une fille que je n'avais pas remarqué au début et qui lui tendait un petit micro-cravate pendant qu'il travaillait. Alors de temps en temps, il a regardé par-dessus ses lunettes. C'est un monsieur à cheveux très blancs et cette fille venait de la presse locale. Et le type qui avait l'air d'avoir 85 ans environ lui a dit « Moi je suis ému à chaque fois que je peins l'un de ces noms, j'ai l'impression de connaître la personne. C'est comme si elle était derrière moi. » Et il y a 3 jours, un monsieur ici, tout maigre, est passé, son jardin était juste à côté, et il m'a dit « Ne croyez pas que ce que vous faites est inutile. Je sais que 2 ou 3 de ces soldats vous rendent visite pendant que vous pensez à eux en peignant leur nom. » Alors là, on aura reconnu dans cet inconnu qui passait derrière lui, le fameux Léon qui lui a fait son numéro de médium. Et le peintre a dit à la fille, eh ben ça va vous paraître bizarre, mais moi aussi j'étais convaincu qu'il y avait derrière moi le monsieur dont je repeignais le nom. Et qu'il était reconnaissant. Et là, a-t-il ajouté, toujours pour la fille, mais je vois que vous ne prenez plus de notes, donc c'est pas digne d'être imprimé tout ça dans le journal. Et la journaliste lui a répondu très gentiment, mais si, c'est digne, mais c'est pas moi qui décide, vous comprenez. C'est celui qui décide ne me laissera jamais écrire que le fantôme d'un soldat vous regarde écrire son nom en lettres d'or et qui vous approuve. Malheureusement, c'est comme ça. Alors ça fait rien, lui a dit le vieux, et là il s'est mis à expliquer à la demande de cette jeune journaliste que les supermarchés du coin et plein d'entreprises contribuaient à leur association, que c'était même étonnant de voir à quel point cette œuvre était bien vue du monde économique. Et alors la fille revenait à la charge et lui demandait « Mais personne ne vous accuse de réveiller le passé guerrier de la France, d'être réactionnaire, traditionnaliste, nationaliste ?» Si, évidemment. Il y a toujours des gens pour le dire. Mais quand vous allez fleurir la tombe de votre grand-mère au cimetière, est-ce que vous vous demandez si votre démarche est passéiste, ennemie du progrès? D'accord, assistez la fille, mais c'est quand même une France très française, très entre-soi. Et là, il a répondu encore, quand vous évoquez le souvenir de votre grand-mère, là encore à table, avec vos parents, vous n'avez pas l'impression d'être un peu entre-soi, comme vous dites? Et là, la fille a dit, le visage un peu fermé, j'ai pas connu ma grand-mère maternelle. Alors l'autre, peut-être, je suis né de père inconnu. Et là-dessus, quelqu'un a retourné le panneau de métal pour le fixer au sol, dans un tube en ciment, et l'inscription disait « Le souvenir français ». Et le type a dit à la fille, qu'est-ce qui vous choque le plus là-dedans, le mot souvenir ou le mot français? C'est une bonne question. Abonnez-vous, merci.